Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, l'émission de ce jour sera consacrée au programme de l'Union anarchiste italienne de 1920 qui a été édité en 2006 par les éditions du Monde libertaire. Enrico Malatesta, qui a vécu de 1853 à 1932, était un militant anarchiste dont l'énergie a servi la cause de la lutte sociale. Né en Italie, ses combats multiples l'ont conduit dans plusieurs pays, en Europe et en Amérique. Le texte qui va suivre demeure d'une grande actualité, puisqu'à l'heure de la mondialisation, nous devons constater que les gouvernements et les politiciens s'emploient à satisfaire les intérêts du grand capital, contrairement à leur prétention de servir les intérêts de la population. Lorsque Malatesta, en parlant des gouvernants, écrit « Sont-ils élus au suffrage universel ? Mais alors, le seul critère, c'est le nombre, qui n'est certes pas une preuve de raison, de justice ou de capacité. Seront élus ceux qui savent le mieux manipuler la population ? Et la minorité, qui peut très bien être la moitié moins 1, sera alors sacrifiée. Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître encore la réalité d'aujourd'hui. Et la manière de manipuler s'est considérablement sophistiquée au cours du XXe siècle. Qui peut croire que le processus électoral permet de choisir librement les personnes qui représenteront le peuple dans les assemblées législatives ? Partout, nous observons que c'est le pouvoir de l'argent, associé aux médias de masse, qui conduit à l'élection d'une personne plutôt qu'une autre, d'un parti plutôt qu'un autre. Et lorsqu'un nouveau groupe politique apparaît capable d'accéder au pouvoir, ces mêmes forces financières s'empressent de prendre les moyens de l'influencer et, à plus ou moins brève échéance, de le contrôler. L'expérience récente de l'accession au pouvoir de partis sociaux-démocrates ou socialistes dans plusieurs pays industrialisés nous montre que ceux-ci se sont inclinés devant les exigences de la mondialisation des marchés, laissant derrière eux leurs grands objectifs politiques et sociaux. Le texte qui va suivre fut présenté par Malatesta au congrès de l'Union des anarchistes italiens qui se déroula à Bologne au début du mois de juin 1920. Le congrès l'approuva et le fit sien à l'unanimité. Le programme de l'Union anarchiste italienne est le programme communiste anarchiste révolutionnaire qui fut soutenu en Italie au sein de la première internationale sous le nom de programme socialiste. Il prit ensuite le nom de socialiste anarchiste et s'est enfin appelé tout simplement anarchiste à la suite de la dégénérescence autoritaire et parlementaire du mouvement socialiste et en réaction contre cette dégénérescence. Voici donc le programme présenté par Malatesta. Chapitre 1. Ce que nous voulons. Nous croyons que la plus grande partie des maux dont souffrent les hommes viennent de ce que l'organisation de la société est mauvaise. Le voulant et le sachant, les hommes peuvent en finir avec ces maux. La société actuelle est le résultat des luttes séculaires que les hommes se sont livrés entre eux. Ne comprenant pas les avantages que tous pouvaient retirer de la coopération et de la solidarité, et voyant dans tous les autres hommes, sauf peut-être les plus proches par les liens du sang, des concurrents et des ennemis, ils ont cherché à accaparer, chacun pour soi, la plus grande quantité possible de jouissances sans se soucier des intérêts des autres. Naturellement, dans cette lutte, les plus forts ou les plus chanceux devaient l'emporter
et soumettre et opprimer les vaincus de différentes façons. Tant que l'homme ne fut pas capable de produire plus que ce qui lui était strictement nécessaire pour vivre, les vainqueurs ne pouvaient que chasser ou massacrer les vaincus et s'emparer des aliments qu'ils avaient. Puis, lorsqu'avec la découverte du pâturage et de l'agriculture, l'homme put produire plus qu'il ne lui fallait pour vivre, les vainqueurs trouvèrent plus avantageux de réduire les vaincus en esclavage et de les faire travailler pour eux. Par la suite, les vainqueurs se rendirent compte qu'il était plus commode, plus productif et plus sûr d'adopter un autre système pour exploiter le travail d'autrui. Se réserver la propriété exclusive de la terre et de tous les moyens de travail et laisser à ceux qu'ils avaient dépouillés une liberté purement formelle. N'ayant pas les moyens de vivre, ceux-là étaient contraints de recourir aux propriétaires et de travailler pour eux, aux conditions qu'ils fixaient. À travers toute une série extrêmement complexe de luttes de toutes sortes, d'invasions, de guerres, de révoltes, de répressions, de concessions arrachées, d'associations des vaincus qui s'unissaient pour se défendre et d'associations des vainqueurs qui s'unissaient pour mener l'offensive, on arriva ainsi, petit à petit, à l'état actuel de la société. Quelques-uns détiennent héréditairement la terre et toute la richesse sociale, alors que la grande masse des hommes, totalement déshérités, est exploitée et opprimée par un petit nombre de propriétaires. D'où l'état de misère qui est généralement celui des travailleurs et tous les maux qui découlent de la misère. L'ignorance, les crimes, la prostitution, le délabrement physique, l'abjection morale, la mort prématurée. D'où la constitution d'une classe spéciale, le gouvernement, largement pourvu en moyens matériels de répression, dont la mission est de légaliser les propriétaires et de les défendre contre les revendications des prolétaires. Et cette force qu'elle a, elle l'utilise pour se donner à elle-même des privilèges et soumettre à sa suprématie, si elle le peut, également la classe des propriétaires. D'où la constitution d'une autre classe particulière, le clergé, qui, par une série de fables sur la volonté de Dieu, sur la vue future, etc., cherche à persuader les opprimés de supporter docilement l'oppression et qui, tout comme le gouvernement, sert les intérêts des propriétaires, mais aussi les siens propres. D'où la formation d'une science officielle qui est, en tout ce qui peut servir les intérêts des dominateurs, la négation de la vraie science. D'où l'esprit patriotique, la haine raciale, les guerres et les paix armées, plus désastreuses encore peut-être que les guerres mêmes. D'où l'amour dont on fait une torture ou une abjecte marchandise. D'où la haine, plus ou moins larvée, la rivalité, le soupçon entre les hommes, l'incertitude et la peur pour tous. C'est cet état de choses que nous voulons changer radicalement. Étant donné que tous ces maux viennent de la lutte des hommes entre eux, de la recherche du bien-être que chacun mène pour lui-même et contre tous les autres, nous voulons y porter remède en remplaçant la haine par l'amour, la concurrence par la solidarité, la recherche exclusive d'un bien-être égoïste par la coopération fraternelle pour le bien-être de tous, l'oppression et toute autorité par la liberté, le mensonge religieux et pseudo-scientifique par la liberté. D'où 1. Abolition de la propriété privée de la terre, des matières premières et des instruments de travail, de façon que personne n'ait la possibilité de vivre en exploitant le travail d'autrui, et que tous, se voyant garantis les moyens de production et d'existence, soient réellement indépendants et puissent s'associer librement aux autres dans l'intérêt commun de tous et selon leurs propres affinités. 2. Abolition du gouvernement et de tout pouvoir faisant les lois et les imposant aux autres. D'où
abolition des monarchies, des républiques, des parlements, des armées, des polices, des magistratures et de toute institution dotée de moyens coercitifs. 3. Organisation de la vie sociale sur la base d'associations libres et de fédérations de producteurs et de consommateurs, créées et modifiées selon la volonté de leurs membres, guidées par la science et l'expérience, et libres de leurs membres. Guidés par la science et l'expérience, et libres de toute obligation qui ne relèverait pas de nécessités naturelles auxquelles chacun se soumet volontairement, convaincu de leur caractère inéluctable. 4. Garantie des moyens d'existence, de développement et de bien-être aux enfants et à tous ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. 5. Guerre aux religions et à tous les mensonges, y compris lorsqu'ils se cachent sous le couvert de la science. Instruction scientifique pour tous et jusqu'au plus haut niveau. 6. Guerre aux rivalités et aux préjugés patriotiques. Abolition des frontières, fraternité de tous les peuples. 7. Reconstruction de la famille, afin qu'elle découle de la pratique de l'amour, libre de tout lien légal, de toute oppression économique ou physique, de tout préjugé religieux. C'est là notre idéal. Chapitre 2. Les voies et les moyens. Tel est pour l'essentiel le but que nous voulons atteindre, l'idéal pour lequel nous combattons. Mais il ne suffit pas de désirer une chose. Si on veut vraiment l'obtenir, il faut encore employer pour cela les moyens adéquats. Et ces moyens ne sont pas arbitraires. Ils découlent nécessairement de la fin que l'on vise et des circonstances dans lesquelles on lutte. Si on se trompait sur le choix des moyens, on n'atteindrait pas la fin que l'on se propose, mais une autre, peut-être totalement opposée, conséquence toute naturelle et nécessaire des moyens employés. Qui se met en route et se trompe de route, va où le mène la route qu'il a prise, et non pas où il veut aller. Il faut donc préciser quels sont les moyens que nous entendons employer qui, à notre avis, mènent au but que nous nous sommes fixés. Notre idéal n'est pas de ceux dont la réalisation dépend du seul individu pris isolément. Il s'agit de changer la façon de vivre en société, d'établir entre les hommes des rapports d'amour et de solidarité, d'atteindre le plein épanouissement matériel, moral et intellectuel de tous les êtres humains, et non pas d'un seul individu, ou des seuls membres de telle ou telle classe, ou de tel ou tel parti. Ce n'est pas là quelque chose qui peut être imposé par la force. C'est quelque chose qui doit naître de la conscience éclairée de chacun et qui doit se réaliser sur la base du libre consentement de tous. Notre première tâche doit donc être de convaincre. Il nous faut attirer l'attention des hommes sur les maux dont ils souffrent et sur la possibilité qu'ils ont d'en finir avec ces maux. Il nous faut susciter en chacun la sympathie pour les maux d'autrui et le vif désir du bien de tous. À celui qui a faim et qui a froid, nous montrerons comment il serait possible et facile de garantir à tous la satisfaction des besoins matériels. À celui qui est opprimé et bafoué, nous dirons comment on peut vivre heureux dans une société d'hommes libres et égaux. À celui qui est torturé par la haine et la rancœur, nous indiquerons le chemin qui, par l'amour, lui permettra de rejoindre ses semblables et d'atteindre la paix du cœur et la joie.